Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy. Aujourd'hui nous allons parler écologie. C'est un sujet très important et très controversé, vous vous en doutez, énormément d'encre coule sur les papiers par rapport à ce thème. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Bitcoin va détruire les océans? Est-ce que c'est de la pollution pure et dure? Qui sont ces fameux mineurs? Nous allons explorer tout ça dans cette troisième épisode de cette série Explorons Bitcoin. Dans les deux épisodes précédents, nous avons vu Bitcoin face au monopole bancaire. Nous avons vu Bitcoin en tant que Bitcoiner maximaliste et comparé surtout aux autres altcoins. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment attaquer l'écologie. C'est un sujet qui est très important à mes yeux. Pour l'information générale, je crois en l'écologie. Je ne suis pas un sceptique comme on pourrait en entendre ou quelqu'un qui pense que c'est une conspiration générale mondiale. Absolument pas. Donc nous allons explorer qu'est-ce que c'est l'impact écologique de Bitcoin réel. Qu'est-ce que c'est les mensonges qu'on entend à la télévision? Qu'est-ce que c'est la vérité? Je vais vous donner un certain nombre d'arguments en faveur de Bitcoin pour l'écologie, un certain point contre. Nous allons essayer d'explorer l'ensemble du thème d'une façon objective. J'espère que j'y arriverai. C'est un sujet extrêmement complexe. C'est sûrement la vidéo la plus compliquée que j'ai jamais shootée de ma vie. Elle durera au moins 1 heure. C'est inévitable parce qu'il y a beaucoup à dire. Comme toujours pour cette série, je parle sans script, j'ai simplement quelques bullet points parce qu'à un moment, j'aimerais être libre de discuter, de dire ce que je pense, d'apporter tous les points pour ou contre. Vous le savez, la meilleure façon d'aider cette chaîne, c'est de liker, partager, commenter. J'espère que cette série continuera à vous plaire. C'est un sujet forcément qui va être très polémique. C'est le principe de cette série, vous vous en doutez. Donc je suis pro au départ. Si vous avez la moindre question, ce sera dans les commentaires. Je vous en prie de regarder la vidéo jusqu'au bout avant de dire que je dis n'importe quoi. Ça aidera parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de script, il y a toujours de l'improvisation. Pour un esprit de disclaimer, sachez évidemment que cette vidéo ne peut pas être objective de ma part à 100% car je détiens des bitcoins. Si vous ne savez pas qui je suis une sorte d'éducateur, youtubeur bitcoin. Je propose un certain nombre de contenus pour vous apprendre à débuter dans bitcoin sans vous faire arnaquer, pour y aller progressivement petit à petit afin de comprendre ce que c'est bitcoin, etc. Le thème de la vidéo va être divisé sur différents grands angles théoriquement. J'aimerais d'abord aborder donc qu'est-ce que c'est Bitcoin, un petit récap pour ceux qui ne sont pas à jour et qui ont simplement voulu s'instruire par rapport au thème de l'écologie et de Bitcoin. Nous allons parler des mineurs et du Proof of Work. Après, j'aimerais expliquer donc en fait pourquoi est-ce qu'on entend autant de choses par rapport à l'écologie, par rapport à Bitcoin dans les médias. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, donc faire un petit peu la thèse du Bitcoiner qui va prôner justement pour une évolution de Bitcoin en faveur de l'écologie. Je vais vous expliquer la différence entre le Proof of Stake et le Proof of Work pour moi montrer un petit peu les variables. J'aimerais aborder le sujet donc de Bitcoin face au système monétaire actuel, finalement lequel pollue le plus et lequel est le mieux, on va dire, pour l'évolution de notre planète. Et on terminera sur plein de trucs qui me passeront par l'esprit petit à petit. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Encore une fois, elle sera longue, j'en suis désolé. Vous pouvez la considérer comme un podcast. Il n'y aura pas de montage ou d'éditage. Vous pouvez simplement écouter ma voix si c'est ce que vous voulez. Je suis Roxy, merci beaucoup de continuer à soutenir ce projet. Mettre des likes, partager, mettre vos commentaires. C'est comme ça que je peux continuer. C'est un thème très compliqué pour moi, l'écologie, parce que je suis pro-écologie. Et forcément, quand on entend autant de mensonges par rapport à Bitcoin sur le sujet, on ne peut être que désolé. Je ne vais pas essayer de vous convaincre, simplement exposer un certain nombre de faits pour et contre Bitcoin et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. La consommation énergétique de Bitcoin vient d'atteindre un sommet astronomique. Ça va bouillir tous les océans, ça consomme plus que la France, la Norvège, des petits pays. C'est un désastre écologique pour des geeks derrière leurs écrans qui font quelques petites transactions. Le coût énergétique par transaction est absolument astronomique pour quelque chose qui ne sert à rien. Ça n'a aucune valeur, c'est du vent, c'est de la tulipe et pourtant on utilise des serveurs, on fait fondre la banquise et on est en train de créer une pénurie des microchips à cause de leurs machines de minage. Ça, c'est ce que vous entendez souvent à la télévision. Il y a un paquet de non-sens là-dedans, simplement parce que, comme toujours, vous le savez avec moi, il y a un problème d'information par rapport aux deux acteurs qui dialoguent. En l'occurrence, vos personnes dans la télévision n'ont absolument aucune idée généralement de ce que c'est Bitcoin et ils disent simplement des gros titres pour vous choquer et pour faire le buzz, avoir des clics. C'est malheureusement triste parce que tout ce que vous venez d'entendre est un mensonge. Alors, il y a certaines vérités. En effet, Bitcoin utilise énormément d'énergie pour faire sécuriser le réseau. Le problème du dialogue entre tout le monde, c'est que les gens ne comprennent pas l'utilité de Bitcoin. Et si on ne comprend pas l'utilité de Bitcoin pour 7 milliards de personnes à avoir une base de données non censurable, accessible à tout le monde, de l'argent sain,
qui peut être utilisé sans pièce d'identité pour toutes les personnes qui n'ont pas de système bancaire et réussir à arrêter l'impression monétaire astronomique des banques centrales, nous ne pouvons pas considérer Bitcoin comme une vraie révolution, une technologie qui vaut la peine. Si nous ne pensons pas que Bitcoin vaut la peine, nous ne pouvons pas comprendre quel est l'intérêt de sécuriser ce réseau informatique avec de la puissance de calcul générée du coup grâce aux mineurs, aux machines ASIC et donc à de l'énergie, plus précisément de l'électricité. Ça, c'est le gros résumé. Pour commencer, j'aimerais qu'on réexplique qu'est-ce que c'est Bitcoin et comment cette énergie, cette électricité est dépensée. Bitcoin est donc une base de données, c'est aussi simple que ça. Cette base de données est utilisée en tant que monnaie. C'est la fonction même généralement de la première base de données. C'est comme ça qu'on peut savoir qui a quoi, qui donne qui a quoi, et ça permet d'avoir une monnaie qui peut se transmettre. En l'occurrence, Bitcoin sans aucune entité centrale. Donc quand on utilise Bitcoin, on n'a pas de banque, on n'a pas de banque centrale, on n'a pas d'intermédiaire. Cette base de données décentralisée est donc générée grâce à tous les utilisateurs. À travers ces utilisateurs qui utilisent donc des nœuds, on l'a déjà vu dans mon cours Teachable pour ceux qui suivent, sinon c'est un petit appareil qui permet d'interagir avec la blockchain Bitcoin, il y a un certain nombre de nœuds qui sont des mineurs. Les mineurs sont donc des personnes partout dans le monde qui vont prendre toutes les transactions entrantes et toutes les 10 minutes, en moyenne, essayer de créer un nouveau bloc de notre blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que tous les mineurs, toutes les 10 minutes, vont prendre toutes les transactions, les valider, les mettre dans un bloc, essayer de résoudre ce qu'on appelle le proof of work, la preuve de travail en français. Et s'ils y arrivent, ils vont être récompensés avec un certain nombre de frais de transaction, plus la création de nouveaux bitcoins. Cette opération que je viens de décrire est réalisée toutes les 10 minutes depuis plus de 12 ans. C'est-à-dire que depuis 12 ans, toutes les 10 minutes, des mineurs, donc des gens partout dans le monde qui utilisent des machines, vont essayer de remplir un bloc et continuer notre blockchain. Aujourd'hui, on est à peu près au bloc 634 000 de mémoire, je pense, j'espère que je dis pas de bêtises, et ça continue comme ça. Afin de résoudre cette preuve de travail, les mineurs vont devoir faire un calcul mathématique extrêmement simple, et non pas complexe comme on le dit partout, mais qui est compliqué à deviner. C'est généralement des hash-fonctions. C'est-à-dire que les mineurs vont faire des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des centaines de milliards d'essais mathématiques pour essayer de résoudre une équation. Et le premier mineur partout dans le monde qui arrive à résoudre le problème réussit à valider ce nouveau bloc et l'ajouter à notre base de données immuable qui est notre blockchain. Du coup, les mineurs sont des gens, des business sérieux, des entités qui ont un business model qui est comme ça. Ils vont avoir des machines ASIC, qu'on appelle, c'est des machines très spécifiques de minage qui permet de miner l'algorithme de Bitcoin. Ils vont utiliser de l'électricité pour faire tourner ces machines. Ces machines vont faire des milliards de calculs pour essayer de résoudre un problème mathématique. Le mineur qui résout le problème mathématique gagne de l'argent. Cette même opération est répliquée toutes les 10 minutes, constamment, jour et nuit, en permanence. Du coup, de plus en plus de mineurs sont intéressés pour sécuriser ce réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à se faire. Quand le prix de Bitcoin monte ou quand le prix de Bitcoin descend, les mineurs sont toujours en train de miner. Et de plus ça devient rentable, de plus des personnes vont se mettre à avoir ces mêmes machines et essayer de résoudre ce problème mathématique pour espérer gagner des Bitcoins. Et de moins c'est rentable, il y en a plus, un certain nombre vont se déconnecter du réseau et un certain nombre vont se rajouter au réseau parce que si ce n'est pas rentable pour certains, ça devient rentable pour d'autres. C'est un marché libre où tout le monde essaie de combattre pour réussir à avoir ces nouveaux bitcoins. J'espère que vous m'avez suivi. Si vous voulez des renseignements par rapport à ce thème, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne qui expliquent en détail le proof of work, le système de minage. Le rôle du mineur est donc de sécuriser le réseau et faire tourner Bitcoin pour les millions et les millions d'utilisateurs. Ça permet donc de valider les transactions, les mettre dans des blocs et garantir la décentralisation du protocole et du réseau monétaire Bitcoin pour que personne ne puisse avoir contrôle. C'est quelque chose de très important à comprendre. Les mineurs sont donc des entités extrêmement mobiles. Ils sont partout dans le monde, bougent extrêmement facilement en débranchant une machine, la transportant, la rebranchant. Leur business model est donc de trouver des machines pas trop chères, très efficaces et surtout trouver de l'électricité pas chère. Il faut donc comprendre que quasiment 95% de leur coût et donc indirectement de leur marge va être par rapport au prix
de l'électricité. C'est quelque chose de très important pour comprendre pourquoi Bitcoin, à long terme, est prône à l'énergie renouvelable et donc à un vrai changement écologique, un peu comme un New Deal 2.0, naturel par le marché et non pas financé par l'État. C'est quelque chose d'important à comprendre. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça parce qu'en fait, les mineurs, du coup, ont un incentive, donc un intérêt économique, à trouver de l'énergie renouvelable ou perdue. C'est souvent le premier gros argument que vont vous donner les bitcoiners, avec raison, parce que c'est logique. À partir du moment où votre business model consiste à littéralement utiliser de l'électricité pour essayer de générer quelque chose et que c'est un marché très compétitif mondial, si vous n'avez pas de l'énergie qui vaut quasiment zéro, vous n'allez pas être rentable. Donc aujourd'hui, vous ne pourrez pas être rentable en général sur Bitcoin si vous utilisez l'énergie de votre maison. Parce que c'est de l'énergie qui n'est souvent pas verte, c'est de l'énergie qui a coûté de l'argent, qu'il faut produire et du coup qui va faire que finalement votre coût va être supérieur à ce que vous gagnez avec des bitcoins. Donc les mineurs sont des gens qui vont s'installer à côté de centrales hydro pour récupérer de l'énergie qui serait autrement gaspillée. En fait, les mineurs utilisent de l'énergie qui serait perdue. C'est souvent comme ça que ça marche dans cette industrie. Je vous invite à aller regarder Sébastien Gouspy ou sur la chaîne Grand Angle où on pourra aborder plus tard son point de vue. Un mineur va donc s'installer là où l'énergie est gratuite, avec du renouvelable ou alors de l'énergie littéralement perdue. Quand on a un panneau solaire qui tourne mais l'énergie ne peut pas être stockée parce qu'on n'a pas de batterie, les batteries ça pollue et il n'y a pas assez de câbles pour renvoyer l'énergie à la ville, vous pouvez miner du Bitcoin. L'énergie arrive dans tous les cas, vous l'exploitez pour générer un revenu, rentabiliser plus vite votre panneau solaire. De la même façon, avec les barrages hydro, finalement, on peut se permettre d'utiliser l'énergie en trop pour miner du Bitcoin. On peut parler donc de l'hydro, du solaire, de l'énergie renouvelable, mais également des centrales qui doivent être construites. Il faut comprendre que Bitcoin, en cas d'école écologique, il y a un exemple très concret en Afrique qui est en train de se passer, c'est qu'il faut développer cette infrastructure électrique. C'est-à-dire que des villes sont en train de grossir, ils ont besoin d'une centrale, sauf qu'il y a toujours un problème. Est-ce que tu crées une centrale plus grosse que le village et dans ce cas, tu as un surplus énergétique qui va être perdu pendant 5 ans, 10 ans, le temps que ta ville grossisse? Ou est-ce que tu fais une centrale pile pour la ville, mais dans 10 ans, la ville aura grossi et ta centrale sera trop petite? Les mineurs ici peuvent intervenir parce que du coup, on peut se permettre de construire une centrale plus grosse, donc prévoir pour l'avancée démographique de la population, miner du Bitcoin avec le surplus énergétique qui permet de rentabiliser et donc de faire gagner de l'argent à cette même centrale tout de suite, être beaucoup plus rentable très rapidement. Et une fois que la capacité de la ville est montée au seuil de cette centrale, les mineurs ne sont plus les bienvenus parce qu'il n'y a pas d'intérêt à miner avec un coût d'électricité trop cher. Ils se retirent et ils vont quelque part d'autre. Il faut donc comprendre que les mineurs sont toujours à la recherche d'énergie renouvelable, d'énergie perdue, prêts à bouger, prêts à se déplacer. Ça, c'est la base même du business model des mineurs. Donc quand on vous dit Bitcoin consomme énormément d'énergie, c'est vrai, il y a un certain nombre d'énergie qui est utilisée à travers Bitcoin, sauf que c'est très souvent de l'énergie verte, c'est prône à utiliser de plus en plus d'énergie perdue ou énergie verte parce que c'est de l'énergie qui ne peut pas être stockée ou ne peut pas être transportée. Et c'est là où on va mettre des machines. Donc les mineurs ne vont pas aller voler votre énergie, ils ne vont pas aller prendre l'énergie que vous avez besoin, ils vont aller prendre l'énergie que personne ne veut parce qu'elle n'est pas rentable. Et c'est très important. On a parlé de centrales hydro, on a parlé d'éoliens, de panneaux solaires. On peut également parler des centrales nucléaires. Je pense que vous le savez, une centrale nucléaire, c'est quelque chose d'assez complexe et qui doit toujours être plus ou moins chaud. Sauf que la demande énergétique des villes varie. Pendant la journée, il y en a moins que le matin et le soir. Bon, les mineurs peuvent venir se mettre dedans et donc au lieu d'avoir une courbe énergétique qui varie énormément, un petit peu comme la forme du canard pour ceux qui s'y connaissent, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus stable parce que ça ne sert à rien de la refroidir, nous pouvons d'un coup miner du Bitcoin. Au lieu de l'éteindre et de la relancer, nous pouvons miner du Bitcoin et être rentable. Bon, j'espère que vous avez compris ce que c'était les mineurs. Avant de parler de leur business model et l'écologie, j'aimerais qu'on aborde en fait le sujet du FUD Bitcoin écologie. Pourquoi à la télévision on vous dit des choses par rapport à Bitcoin et on le critique sans savoir vraiment ce que c'est? Je pense que ça vient avant tout d'un manque de connaissances. Quand on regarde Bitcoin, la première chose qu'on voit, parce que c'est transparent, ce qui est le principe même de cette technologie, c'est sa consommation énergétique.
Du coup, c'est très facile de l'attaquer. Et on l'attaque pour une raison qui est évidente, c'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo par rapport au monopole bancaire, parce que Bitcoin va à l'encontre même des grandes banques et de l'État. Bitcoin vient détruire le pouvoir de l'État à imprimer plus d'argent de nulle part grâce à l'inflation et l'intervention des banques centrales. Ça vient également détruire les banques commerciales vu qu'on arrive sur un système de pair à pair. Donc les banques et les États ne sont pas pour Bitcoin parce que ça leur détruit leur pouvoir. Aujourd'hui, ils ont une façon très facile de l'attaquer et c'est par l'écologie, parce que c'est transparent. Combien est-ce que le cartel bancaire dépense en énergie? Personne ne peut le savoir, parce que c'est quelque chose d'obscur. Par contre, Bitcoin, on a un chiffre très précis, donc c'est facile de taper sur la main. De la même façon, on va souvent vous dire que Bitcoin consomme plus qu'un pays. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit la même chose pour l'aluminium, pour les voitures, pour l'avion? Non, c'est un critère qu'on utilise uniquement pour Bitcoin. Jamais vous allez entendre que telle industrie ou telle industrie consomme plus qu'un pays. Il y a uniquement sur Bitcoin qu'on va vous le dire. Parce que c'est dans l'intérêt des médias et des politiciens de simplement cracher sur Bitcoin, car une réussite de Bitcoin signifie un changement complet du pouvoir de leur classe, on va dire, dominante, qui sont les banquiers et les politiciens, vers le peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas tolérer. C'est pour ça qu'on entend souvent du FUD. En plus de ça, ça vient souvent de non-connaissance du marché. Les gens, tout de suite, ils vont dire « Oh mon Dieu, ça gaspille, il ne faut pas ». Sans comprendre que l'énergie utilisée pour faire tourner Bitcoin, c'est de l'énergie verte. Donc, on peut peut-être regarder tous les FUD, donc tous les mensonges qu'ils vous disent à la télévision. Comme ça, au moins rapidement, vous aurez une vidéo où je donne mon avis sur chacune d'entre elles. Bon. La première qu'on entend très souvent, c'est que le coût énergétique par transaction est astronomique. C'est un argument qui a absolument aucun sens. Il vient d'un article écrit qui a été prouvé étant faux, mais qui a été réexploité de tous les côtés. Pourquoi est-ce que cet argument n'a aucun sens? Simplement parce que les mineurs n'ont pas seulement pour vocation de valider par rapport à une transaction. Parce que dire on valide par rapport à une transaction n'est pas très logique quand on pense au business des mineurs. Ce n'est pas une transaction, un coût énergétique. Tout d'abord parce qu'une transaction, il faut attendre plusieurs blocs pour qu'on considère qu'elle soit finale. Deuxièmement, parce que les mineurs ne font pas que valider les transactions, mais garantissent la décentralisation du projet, du network Bitcoin, mais également la base de données. C'est-à-dire que les transactions sont toujours dans la blockchain, évidemment, et du coup, le mineur aujourd'hui continue à travailler sur la transaction du passé. Du coup, ce n'est pas un coût par transaction, c'est un coût limite par bloc qu'on pourrait considérer, mais qui reste à travers le temps. Troisièmement, on ne considère pas les layers 2 et plus de Bitcoin. C'est-à-dire que quand on dit une transaction Bitcoin peut représenter des milliers de transactions, voire des milliards. À partir du moment où une transaction Bitcoin, c'est quelque chose pour aller vers Lightning Network, et une deuxième transaction Bitcoin quelques mois plus tard, c'est pour repartir vers la blockchain de base. Si vous ne savez pas c'est quoi Lightning Network, c'est le niveau 2 de Bitcoin qui permet de faire des micro-transactions très rapides sans être sur la blockchain de base. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter la capacité de Bitcoin par couche infrastructurelle, exactement comme Internet, et du coup, Lightning Network est la couche numéro 2. Dans Lightning Network, ce qui se passe, c'est qu'on fait une transaction pour aller vers cette couche, et après, dedans, on peut faire toutes les transactions qu'on a envie à l'infini, quasiment à l'infini, avant de refaire une transaction pour rebalancer, on va dire, le compte de balance vers la chaîne principale. Du coup, dans ce scénario que je viens de décrire, nous avons seulement 2 transactions. Par contre, à l'intérieur de Lightning Network, on a pu avoir 1 million de transactions. Par exemple, on peut imaginer 15 000 transactions par jour pendant un mois. Ces transactions n'ont jamais été considérées dans leur équation de coût énergétique simplement parce qu'ils ne sont pas affichés. Pourtant, ils existent bien grâce à Bitcoin. Alors ça, c'est un exemple, mais je peux en citer un certain nombre d'exemples comme ça. En fait, il faut simplement considérer que tu ne peux pas savoir la consommation énergétique de Bitcoin par transaction parce que ça ne marche pas de la même façon. Là où Visa et Mastercard, c'est peut-être possible parce qu'eux, ils font transaction par transaction et c'est des énormes serveurs un petit peu partout dans le monde, Bitcoin, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est une autre technologie. C'est d'ailleurs un point qu'on va aborder plus tard dans la vidéo. Le coût de Visa, Mastercard et les banques contre Bitcoin, c'est deux choses différentes. Bitcoin est ridicule comparé à la quantité d'énergie utilisée pour le système actuel. Mais bon, on en vient à l'après dans la vidéo. Pour revenir à nos moutons,
Les transactions, donc le coût énergétique par transaction n'est donc pas très logique. 1, parce que les transactions ne veulent pas dire la même chose qu'on l'entend. 2, parce que les mineurs ne sont pas directement sur une transaction constamment. Et 3, parce que cette donnée change constamment. Et nous ne pouvons pas dire « Ah, ce bloc-ci a que ça, mais le bloc suivant en a plus ». C'est une sorte d'agrégation. Si un bloc prend simplement 1 minute à être créé contre un bloc qui prend 40 minutes, ce coût va être complètement différent. Ce n'est donc pas une bonne métrique pour calculer, on va dire, le coût énergétique de Bitcoin par transaction. Le deuxième FUD qu'on va vous donner, c'est que Bitcoin gaspille de l'énergie. C'est quelque chose de très inefficace parce que, comme on l'a vu juste avant, le coût par transaction est mauvais. Bon, je ne pense pas personnellement que Bitcoin gaspille de l'énergie. Au contraire, Bitcoin utilise de l'énergie pour résoudre un problème humain assez puissant, qui est donc le problème de la dette et du contrôle de la monnaie par l'État. Du coup, à mes yeux, Bitcoin ne va pas gaspiller de l'énergie, mais au contraire, être utilisé pour quelque chose d'assez incroyable, réussir à permettre au monde entier d'avoir une monnaie non dévaluée, non contrôlée, non censurable, accessible pour 7 milliards de personnes sur Terre. Ce prix de cette technologie qui peut permettre à énormément de personnes en dictature, dans des pays avec de l'inflation à plus de 10% par an, des pays qui n'ont pas accès au système bancaire parce que c'est trop cher, des pays où il y a de la censure à cause d'une dictature, des pays où l'État peut aller directement prendre, des pays où il y a, comme nous, de la dette à l'infini qui est finalement néfaste pour la classe la plus démunie, nous avons tous désormais une solution pour sortir de ce système et aller dans un système plus juste. Afin de garantir ce système, le sécuriser, les mineurs utilisent de l'énergie. Donc ce n'est pas de l'énergie perdue, c'est de l'énergie utilisée pour avoir un service extrêmement important pour l'humanité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si on pense non-efficacité, j'aimerais vous dire, est-ce que vous pensez que c'est pas efficace quand un petit boîtier comme ça, qui va consommer, bon, j'ai pas de chiffre exact, mais grosso modo 5 € d'énergie par an, au coût actuel, donc faire tourner ça 24 heures sur 24 pendant un an, ça coûte à peu près 5 € en énergie, en électricité en France. Ça représente toutes les transactions Bitcoin réalisées depuis 12 ans. Imaginez l'efficacité que ça représente. Aujourd'hui, pour avoir une base de données avec toutes les transactions du système bancaire, il faudrait des hangars avec des serveurs et des ventilateurs. Aujourd'hui, tout est basé là-dessus. C'est quelque chose de très efficace. C'est un système où tout le monde peut vérifier, tout le monde est sa propre banque. Je deviens ma banque avec ce genre d'appareil. Je deviens ma banque en utilisant Bitcoin qui, du coup, sur mon téléphone, peut tourner. Pour devenir ta banque aujourd'hui, une banque, en termes de consommation énergétique, c'est colossal. Je ne te parle même pas de tous les humains qui doivent se déplacer pour aller là-bas, des serveurs partout dans le monde, des immeubles, tout ce qui est dans le système bancaire, et je ne parle même pas du crédit encore qu'on n'a pas abordé, ni de la dette. Toute l'utilisation et on va dire la capacité du système bancaire à faire tourner rentre dans ce genre de boîtier. En parlant donc de non-efficacité, des fois ça me fait un petit peu rire parce que Bitcoin est extrêmement efficace. Si je veux envoyer de l'argent à l'autre bout du monde en 1 minute, je peux. Aujourd'hui, avec le système bancaire, je ne pourrais pas. Ça prendrait 3 jours, des serveurs partout dans le monde, plein de communications de tous les côtés. Ce serait un carnage. Donc, c'est extrêmement efficace. Ce n'est pas de l'énergie gaspillée pour rien. C'est de l'énergie utilisée pour donner de la liberté financière à 7 milliards de personnes et réussir à détrôner le cartel bancaire du pouvoir. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans une technologie innovante. C'est bien pour ça qu'elle est valide. Un autre argument qu'on va souvent entendre à la radio, c'est l'utilisation de microchips et du shortage un petit peu qu'il y a en ce moment, mais en général, voilà, on utilise énormément de machines qui polluent. Il est vrai que c'est le point le plus noble et ils ont souvent raison. Alors ils ont raison, mais ils ont en même temps tort parce qu'ils confondent les deux. Ils confondent carte graphique et machines ASICs qui ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, Bitcoin aujourd'hui ne peut être miné qu'avec des machines ASICs et donc des machines très spécifiques au minage. Et alors là, on va vous dire tout et n'importe quoi. On va vous dire que c'est des machines qui ne servent que 2 ans alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, on utilise encore des machines qui ont 5 ans, 6 ans. En fonction de la rentabilité, ces machines peuvent être réexploitées. Ce ne sont plus des machines qui finalement ont un
coût de vie, on va dire une expérience de vie très faible. Donc cette idée déjà que les machines doivent être remplacées rapidement est fausse. Par contre, c'est vrai que c'est des machines qui peuvent être seulement utilisées pour Bitcoin. C'est d'ailleurs une bonne chose parce que ça permet la sécurité du réseau. Si jamais on pouvait utiliser n'importe quelle machine, exactement comme par exemple Ethereum est en train de faire avec son Proof of Work, donc des cartes graphiques, ce serait très simple pour un État ou une entité d'acquérir beaucoup de machines, beaucoup de puissance de calcul et ainsi attaquer le réseau. Avec Bitcoin, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait beaucoup de ce genre de machines. Bitcoin est conçu pour être résistant aux attaques des États, les attaques civiles on appelle. C'est fait grâce à ce genre de mécanisme de défense. Avoir un appareil spécifique pour attaquer et donc miner Bitcoin rend extrêmement complexe la tâche de détruire Bitcoin. C'est bien le principe, parce qu'encore une fois, quand on essaie de séparer l'État et la monnaie, nous ne pouvons pas le faire avec quelque chose qui peut être attaqué par une entité qui peut avoir autant d'argent qu'ils le veulent, vu qu'ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour financer des milliards et des centaines de milliards. Donc, les machines ASIC sont des machines qui n'ont qu'une seule tâche, miner du Bitcoin. Je rejoins le point de vue écologique et j'en suis complètement conscient que ces machines sont compliquées à recycler, sont finalement, même s'ils durent beaucoup plus longtemps qu'on le laisse entendre, vouées au très long terme à ne pas être rentables car ça explose et après ne peuvent pas vraiment être réutilisés parce qu'ils utilisent un algorithme de minage très spécifique. Donc il faudrait avoir une autre crypto-monnaie sur le même algorithme de minage, sauf que c'est pas très logique parce que pourquoi vous feriez ça s'il y a Bitcoin? Simplement parce que si jamais votre crypto-monnaie a le même algorithme, ça signifie qu'un certain nombre de mineurs Bitcoin peuvent changer, aller sur cette cette crypto-monnaie plus faible, l'attaquer. Donc c'est pas trop logique de penser que ces machines pourront être réutilisées dans le très lointain futur. Donc en effet, ça pose un problème. L'aluminium à l'intérieur de ces machines pourront être recyclés. Par contre, il n'y a pas encore d'études, ou du moins je n'ai pas encore vu d'études assez poussées pour me convaincre que ça ne pollue pas. Mais évidemment que ça pollue. Dites-moi une seule industrie qui ne pollue pas, vous ne trouverez pas. Toutes les industries polluent. Donc bien sûr, la création de ces machines demande un certain nombre de matériaux, plutôt rares, demande qu'on les manufacture, qu'on les envoie, qu'on les exporte. Ils ont un certain nombre de vie qui est beaucoup plus long que la moyenne et ça va s'améliorer. C'est-à-dire que à l'époque où ce genre de machine devait changer tous les 2 ans, tous les 3 ans, et là, ok, on est d'accord, ils avaient raison, entre guillemets, les médias, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ta machine dure 5 ans et les machines d'avant peuvent être exploitées. Et ta machine, la prochaine génération, va pouvoir durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Il n'y a plus vraiment d'évolution drastique de cette technologie, simplement parce qu'on a atteint un seuil un petit peu maximum. Donc ça prendra du temps en recherche et développement. Donc on a terminé l'époque où ces machines, on les prend, on les branche 2 minutes et on les jette. Cet argument est faux, mais on va toujours l'entendre. Par contre, en effet, oui, ça pollue de créer ces machines et ça va être compliqué de toutes les recycler. Des gens commencent à s'y atteler, ça va être un vrai métier et ça va être une vraie industrie. Le recyclage d'ASIC va être quelque chose d'important pour l'écologie et un point que tout bitcoiner doit résoudre. J'ai parlé de l'État. Je pense que c'est important du coup d'en parler rapidement parce que souvent on va vous dire un tel pays banne le minage de Bitcoin. Par exemple la Chine. Bon, la Chine a essayé de bannir le minage de Bitcoin quasiment 6 fois. Aujourd'hui, ils n'y arrivent toujours pas et c'est pour ça que tous les mineurs ont le droit de miner en Chine. Petite pause, ça fait 4 mois que j'avais shooté cette vidéo et je ne l'avais jamais mise en ligne. Il s'avère que depuis, la Chine a effectivement banni Bitcoin et ils sont allés jusqu'au bout. Donc les mineurs ont dû débrancher leur machine, les mettre dans des conteneurs et quitter le pays pour aller s'installer aux États-Unis, en Amérique latine, en Afghanistan, en Mongolie, etc. Ça a été fait pour plusieurs raisons. Le yen numérique est arrivé, il y avait beaucoup de centrales à charbon qui étaient en train de réouvrir parce que le prix explose, c'était pas forcément rentable, c'était pas une bonne image qu'ils voulaient donner. Peu importe la raison, la Chine a fait un crackdown sur Bitcoin. C'est toujours légal de l'utiliser, d'en acheter, mais le minage a dû bouger. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien simplement le hash rate, donc la quantité de puissance de calcul, a baissé drastiquement de 50% parce que tous les mineurs ont retiré leur machine. Ils se sont déplacés, ils ont rebranché leur machine dans des provinces où c'était ok et ils pouvaient faire leur business et le hash rate a remonté. Concrètement, ça n'a rien changé à la sécurité de Bitcoin, ça a décentralisé encore plus Bitcoin, ça a encore plus poussé vers une économie verte, vu que les centrales à charbon ont fermé, et ça a prouvé que si un pays essaie de bannir Bitcoin, comme on a tous prédit et comme ça se passe depuis 10 ans, les mineurs se déplacent dans un autre pays. Voilà, merci à vous de continuer à soutenir le projet, j'espère que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager,
Je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo. Salut! Etc. Il faut comprendre que c'est un jeu géopolitique complet, mondial. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont accepter les mineurs, racheter les bitcoins des mineurs. Tu as des banques centrales aujourd'hui qui sont contents d'avoir des mineurs chez eux pour racheter les bitcoins. Tu as des pays ou des États comme les Miami par exemple qui va se mettre à miner du bitcoin avec leur centrale nucléaire. Donc en France, on est à la ramasse, clairement. On ne va jamais le faire, on le fera dans 5 ans, 10 ans quand ce sera trop tard. Mais nous, on aime bien être à la bourre. C'est dans notre politique de vouloir toujours avoir un Minitel. Donc forcément, on ne va pas comprendre Bitcoin seulement une fois que ce sera trop tard. Par contre, tous les pays qui ne sont pas trop cons et qui ont compris que c'était important de s'y intéresser se mettent à miner. Et c'est là où il faut comprendre que si jamais la France venait à interdire le minage, ça ne servirait à rien parce que tous les mineurs iraient ailleurs. De la même façon, si la France dit on va mettre une taxe carbone par rapport au minage Bitcoin, c'est encore une fois quelque chose qui ne sert à rien, vu que comme le minage est complètement décentralisé, on va simplement nous tirer une deuxième balle dans le pied, vu qu'on s'est déjà tiré à peu près 2-3 balles dans le pied depuis, pour finalement faire que les bitcoiners quittent le pays avec leur argent et que les mineurs aient encore moins envie de venir ici. Et ça, c'est un vrai risque. L'Europe risque fortement de mettre des taxes ou alors de faire passer des lois contre le minage, on va dire, sale. Sauf que qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, les gens continueront à miner. On peut très bien dire, oui, il y a des mines de charbon qui minent du bitcoin qui ont réouvert. Et c'est vrai, c'est un argument complètement valable. Sauf que ces mines de charbon représentent une minorité. Deuxièmement, ces mines de charbon vont plus être rentables dans le futur. Et le jour où ils ne seront pas rentables, ils vont devoir fermer. Et troisièmement, on peut espérer, entre guillemets, que finalement, en effet, les États locaux de ces mines de charbon interviennent à cause d'une pression internationale pour les fermer. Le problème de ça, c'est qu'on va mettre une pression internationale pour que la mine de charbon en Mongolie ferme, tout en vous taxant vous. Ce qui n'a aucun sens parce que ces deux choses ne sont pas du tout reliées. Pourquoi est-ce que vous, utilisateurs de Bitcoin en Europe où les 3/4, on va dire, du minage va être fait de façon 100% écologique et verte, vous serez sanctionné pour ce qui se passe de l'autre bout du monde. C'est quelque chose qui n'a pas de sens et la seule raison qui ferait ça, c'est réussir à vous voler un petit peu d'argent et mettre Bitcoin de moins sexy. Parce qu'on en revient au problème que ce n'est pas dans l'intérêt de l'État d'accepter Bitcoin tant qu'ils veulent garder leur pouvoir. Très peu de pays comprendront ce qui se passe et donc ils vont simplement le combattre sur de faux prétextes avant de l'accepter. Le ministre, par exemple, de la Suède ou du Danemark, de l'écologie, le ministre de l'écologie de la Suède et du Danemark a des bitcoins. Et eux, ils comprennent très bien que Bitcoin peut offrir une vraie révolution verte. Et c'est ça qui est très important. Pourquoi est-ce que Bitcoin peut offrir une révolution verte? Tout simplement parce qu'on prône à de l'énergie renouvelable capitaliste, entre guillemets. Dans le sens où, au lieu que ce soit l'État qui doit intervenir pour donner un intérêt économique avec des stimulus à faire de l'énergie verte, avec Bitcoin, c'est la loi du marché et de l'offre et la demande. Si vous êtes vert, vous pourrez miner du Bitcoin quasiment gratuitement parce qu'une fois que vous aurez remboursé beaucoup plus vite votre installation, tout le surplus énergétique qui vous coûte zéro pourra être exploité pour avoir du Bitcoin et donc de l'argent. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. De la même façon, c'était Sébastien Gouspillou qui l'a très bien expliqué, toutes ces stations de pétrole offshore vont pouvoir réexploiter le gaz qui brûle pour miner du Bitcoin. Parce que là où il n'y a pas de ligne électrique, là où il n'y a pas de batterie, et les batteries c'est un carnage écologique, ne m'en parlez même pas, ils vont pouvoir miner du Bitcoin, stocker cette énergie à travers une monnaie non dévaluée dans le temps. On en vient donc au point qui est à mes yeux le plus important. La seule raison pour laquelle je considère que Bitcoin est bon d'un point de vue écologique, c'est qu'on pourrait espérer à long terme arrêter d'être sur un système keynésianisme et à repartir sur une économie autrichienne où on fait attention à l'argent. C'est-à-dire tout simplement qu'on arrête la dette à gogo, on se met à épargner, on se met à investir de façon rationnelle et on ne se met pas à créer pour créer. Parce que, excusez-moi, quand on met des crédits à zéro, quand on met les taux d'intérêt en négatif, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rendre la monnaie inutile et on est en train de dire à tout le monde, vite, 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 allez dépenser, allez consommer, allez investir, parce que demain, votre argent vaudra moins. Nous sommes dans un système qui pousse à la surconsommation générée par la Banque centrale, parce qu'on est dans la recherche constante de la croissance. Il nous faut notre croissance, il nous faut nos 2%, le PIB doit monter. Si on n'a pas de croissance, c'est horrible. Vite, baissons les taux pour réinvestir, pour recréer, pour reconsommer, pour refaire de la croissance. Eh bien, excusez-moi les gars, si vous voulez qu'on ait une vraie transition écologique saine, si vous voulez que demain on arrive à sauver la planète,
La première chose à faire, c'est arrêter de donner de l'argent à tout le monde. Vous donnez de l'argent à tout le monde, et ben les gens, ils ont deux choix. Ou ils voient leur argent se faire dévaluer petit à petit par l'inflation partout dans le monde, ou alors ils l'utilisent et donc ils consomment, ils exploitent, ils détruisent la planète et ils vont chercher des ressources. On est dans une planète avec des ressources limitées, mais de l'argent illimité. Ça n'a aucun sens. Forcément, on fait de la mauvaise consommation, on crée des bâtiments qui n'ont pas besoin d'être créés, on donne de l'argent pour aller faire des projets partout dans le monde, réexploiter plus, regrossir, regrossir. Cette recherche de la croissance infinie n'est pas saine pour l'écologie. Et la seule façon d'arrêter cette spirale infernale des politiciens court-termistes qui veulent simplement leur croissance pendant leur quinquennat, c'est de leur retirer le pouvoir de l'argent. À partir du moment où ils seront plus en capacité à dire « bon allez, on fait un petit chèque de 1 trilliard et on va refaire un chèque de 2 trilliards pour des projets écologiques et on va refaire un chèque de 2 trilliards pour sauver les banques et on va refaire un chèque de 1 trilliard pour sauver le Covid et on va refaire des chèques et on va refaire de la dette et on va refaire de la dette », le jour où ils arrêteront de créer de l'argent pour qu'on l'utilise le plus vite possible, nous pourrons arrêter d'avoir de la surconsommation. Et c'est le vrai problème du crédit et de la dette à mes yeux. Il faut repartir sur une économie saine où avant d'aller changer de télévision, avant d'aller changer de téléphone et avant d'aller recréer un nouveau complexe, on se pose la question de est-ce qu'on en a vraiment besoin et est-ce qu'on ne peut pas le créer avec de l'investissement et non pas de la dette à gogo facile. Au lieu de donner de l'argent à tout le monde et qu'il y en ait 95 qui se plantent, on arrête de donner de l'argent à tout le monde, on arrête de détruire nos ressources un petit peu partout et on se concentre sur des trucs long terme qui marcheront pour du très long terme. Et ça, c'est parfait. Je pense que c'était Louis XVI ou je ne sais plus trop quel roi qui s'était dit « bon, et ben, dans 40 ans, il va falloir qu'on refasse notre flotte, on va planter des arbres aujourd'hui. On plante des arbres aujourd'hui pour que dans 40 ans, on puisse les exploiter. » Aujourd'hui, ce ne serait pas ça. Aujourd'hui, on dirait « bon, bah, il faut refaire la flotte, on va imprimer plein d'argent, on va aller couper les arbres des voisins à l'autre bout du monde, prendre un bateau qui va faire tout l'océan pour aller déposer les troncs d'arbres quelque part, ils vont créer et puis on exportera. » Alors c'est la globalisation, mais c'est l'idée du court terme, long terme. Au lieu de prévoir pour le futur avec un petit peu d'argent parce qu'il faut faire attention à l'argent car c'est rare, l'argent est rare, on est sur un système où l'argent n'est pas rare. Si tu es milliardaire, tu auras tous les crédits que tu veux. Tu t'appelles Air France, tu auras tous les crédits que tu veux. Donc on est vraiment dans un système qui pousse à la surconsommation et la seule façon d'arrêter ça, c'est de retirer aux politiciens les clés de la cave. C'est Charles Gave que j'aime bien qui dit toujours « Aujourd'hui, on a donné les clés de la cave à un sommelier alcoolique ». C'est exactement ça. Vous avez donné, on a donné le pouvoir d'imprimer autant d'argent qu'on veut à des gens qui sont accros à l'argent et en plus qui n'ont aucune conséquence. Ils vont aller dépenser des milliards partout, détruire la planète et derrière, ils s'en foutent complètement parce que ça fait plaisir au petit voisin d'à côté qui lui va le nommer à autre part, etc. Et à mes yeux, la solution ne viendra jamais des politiciens parce qu'ils ont eux-mêmes créé ce problème. On ne va pas aller demander à un politicien qui a détruit notre planète depuis 40 ans de changer d'un coup tout simplement parce qu'ils ont envie. Alors ils vont vous le dire dans les médias, ils vont vous dire mais si, on fait des Green Deal, on fait des stimulus pour ceux qui font ça, on va faire des trucs à la casse, on va réussir à réinjecter des trilliards dans l'économie verte de demain. Mais finalement, on a simplement remis le même problème. On leur a confié la solution au problème qu'ils ont créé. Ça ne marchera jamais les gars. La solution, c'est d'arrêter de passer par eux et de trouver une solution qui vient du peuple pour le peuple parce que la terre nous appartient. Eh bien, excusez-moi, je pense qu'avoir une monnaie saine, limitée, où d'un coup ça devient rare d'en avoir et du coup il faut faire attention, économiser et faire des vrais placements long-termistes, ce sera beaucoup plus efficace pour l'écologie. Après ça c'est mon point de vue et on peut en débattre. Mais à un moment, ressources limitées, argent infini, c'est deux choses qui ne marcheront jamais ensemble. Et aucun politicien va naturellement dire « bon, banquier, hein, c'est dans la première vidéo là, sur le monopole bancaire, j'en parlais. Aucun banquier va dire, aucun politicien, parce que bon, on n'est pas trop loin de la même chose aujourd'hui, va dire naturellement « allez les gars, c'est bon, on a assez profité, on a assez imprimé d'argent, on a assez pris en inflation au peuple, aujourd'hui on va arrêter, on va devenir sérieux, on va essayer vraiment de faire un truc qui a du sens. » Et les gars, ils sont dans des villas, ils prennent des jets privés pour aller à Davos, ils ont un jet privé par personne et ils vous font la morale par rapport à l'écologie. À un moment, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et Bitcoin, tous les complexes militaires industriels sont ceux qui consomment le plus d'énergie. Et c'est grâce à l'impression monétaire des États qu'on peut faire ça. Aujourd'hui, pour faire une guerre, elle est financée sur la dette. Il y a énormément de bouquins super intéressants là-dessus, ou de podcasts, je pourrais vous mettre des liens dans la description. La guerre est financée par la dette.
Et il y a plein de phrases, alors je vais citer des quotes sans dire l'auteur, je suis désolé, mais l'idée c'est la suivante. Si jamais on devait financer les guerres avec de la vraie argent, il n'y aurait pas de guerre. Va convaincre ton peuple de donner leur argent pour aller bombarder le pays d'à côté, il refusera. Il va peut-être le faire 1 an ou 2, mais après 1 an ou 2, le pays n'a plus d'argent, il va dire bah merde, qu'est-ce qu'on fait, on n'a plus d'argent, bon, on doit taxer plus notre peuple. Bah non, le peuple il n'est pas content, déjà c'est la guerre, il a déjà serré sa ceinture, en plus même pas pour son propre pays, pour aller bombarder un pays qui est à l'autre bout du monde, le truc complètement stupide quoi. Forcément, le peuple va pas être content, il va arrêter de donner de l'argent ou faire trop de manifestations ou de révoltes, l'État va être obligé d'arrêter la guerre, terminé. Sauf que là, super solution les gars. Au lieu de demander au peuple, on imprime et on leur fait une taxe cachée grâce à l'inflation et la dette qu'ils repéreront à travers le temps chez leurs enfants pour continuer à aller bombarder le pays à l'autre bout du monde. Tout le complexe militaire est généré et continue à être alimenté par la dette. Si jamais à un moment juste l'État ne pouvait plus se permettre d'imprimer des milliards pour aller financer des guerres à l'autre bout du monde, eh ben on aurait moins de guerres. C'est d'ailleurs pour ça que le siècle de la guerre est le siècle des banques centrales. C'est parce qu'on leur a donné la possibilité d'aller faire la guerre sans demander notre avis. Alors c'est très simplifié parce que sinon je vais parler pendant des heures, mais c'est l'idée. Et je ne parle même pas du système du pétrodollar qui est encore pire pour le monde en général et toute cette globalisation qui a été poussée grâce à cette dette. Je pense qu'on aurait toujours eu de la globalisation parce que c'est bénéfique pour le monde. Par contre, il y a globalisation poussée par des mauvais investissements pour le faire rapidement et de façon plus rationnelle, doucement, progressivement. C'est deux façons de voir le monde et personnellement, je suis pour un ralentissement, une décroissance. C'est quelque chose qu'aucun politicien ne peut tolérer parce que va dire à ton peuple demain, bon les gars, on va partir en austérité, en plus on va avoir de la décroissance, on va s'appauvrir parce qu'il faut réussir à arrêter d'avoir de la dette, mais jamais tu vas y arriver. De l'autre côté, ton discours, ça va être « bon les gars, vous inquiétez pas, je vais permettre que vous ayez tous toujours tout ce que vous voulez et encore plus ». À partir du moment où tu contrôles les médias et l'opinion publique, tu peux facilement vendre un rêve, même si finalement il est faux et ça va simplement continuer à polluer, produire, consommer. Donc pour moi, le plus gros argument de Bitcoin, c'est simplement de repartir sur une économie saine. Et cette économie saine ne peut pas venir des États. Hayek le disait très bien déjà il y a à peu près 20 ans ou 30 ans, la seule façon qu'on reparte sur une vraie monnaie, c'est de reprendre le pouvoir des mains des États d'une façon à ce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Cette chose, ça s'appelle Bitcoin. Ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin. J'ai fait un certain nombre de vidéos par rapport à est-ce que c'est possible de bannir Bitcoin. Ils ne peuvent pas. Et la seule raison qu'ils ne peuvent pas, c'est parce que du coup, on a tous des nodes chez nous et parce que les mineurs sont partout dans le monde. Donc aujourd'hui, les mineurs sont partout dans le monde. J'en ai parlé, ils sont dans les sites centrales hydro, ils sont partout dans le monde, ils sont dans les déserts, ils sont dans des endroits loin de la population où il y a des sources d'énergie extrêmement accessibles, non commercialisées. Ça, c'est un point. Deuxièmement, on l'a vu avec une interview de Sato, l'énergie, elle peut être partout. Donc quand tu arrives à avoir de l'électricité pas chère, tu peux réussir à miner. Et donc tu pourrais très bien imaginer un système de minage, de chaudière de minage. C'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'il y a souvent donc l'argument que ces grands data centers doivent être refroidis. Et c'est vrai. Alors encore une fois, si on veut comparer ce qui est comparable, Netflix dépense plus d'énergie que Bitcoin. C'est con, hein, mais est-ce que l'un a une utilité par rapport à l'autre? Netflix, vous allez procrastiner, vous sentir mal, être dépressif, avoir un petit moment de bonheur parce que vous regardez un nouveau film, avoir du divertissement. On est dans un système de jeu et de pain comparé à Bitcoin qui va vous offrir une liberté financière, une souveraineté individuelle et dire non à la tyrannie de l'esclave dette, comme on l'appelle. Bon, et quand tu prends les deux sources de consommation énergétique, on se demande laquelle est la plus utile ou gâchée. Personne va vous dire que finalement Facebook, Netflix, etc. gaspillent de l'énergie. Ou du moins, à la télé, on ne vous le dit pas. Je suis complètement d'accord que des personnes pro-écologie vont vous le dire et ils ont raison. Ça gaspille de l'énergie, c'est inutile. Et leurs bases de données, elles sont sous l'océan, dans la banquise, etc. Bon, Bitcoin a également ce même problème de refroidissement de serveurs. Donc forcément, je ne peux pas nier ça. Sauf que c'est à une échelle plus petite pour le moment, même si ça va monter dans le temps. Et deuxièmement, on peut réexploiter cette chaleur. Et c'est ça qui est très intéressant. Nous pouvons donc réexploiter cette chaleur pour chauffer des choses. Nous pouvons chauffer des serres agricoles dans les pays où il y en a besoin. Nous pouvons chauffer notre maison avec des chaudières. Nous pouvons réexploiter cette énergie générée par l'électricité verte
pour avoir de la clim dans les pays asiatiques. Toute cette énergie, donc cette chaleur qui est dégagée des machines ASICS, peuvent être réexploitées pour de l'utilité. Donc on est sur un vrai cercle vertueux de l'écologie. Nous sommes dans un système où l'écologie verte sera récompensée par de l'argent qui ne vient pas des mains de l'État, mais du marché. Et je pense que ça c'est important parce que mon premier point négatif face à tous les écologistes, je leur dis, vous ne pouvez pas avoir une réforme écologique sans avoir une logique économique. C'est simplement le jour où vous arriverez à trouver la logique économique pour permettre cette transition écologique que vous y arriverez. Et ça ne peut pas venir des subventions. Parce que les subventions, ça va être retaxé, recaché, remis quelque part d'autre. Il faut que ça vienne naturellement par le marché. Après, c'est parce que je suis très libéral et que pour moi, je suis pour le marché libre. Et c'est un point de vue qui peut être complètement débattable, je suis d'accord. Mais pour moi, ça ne peut pas être l'État la solution à ce problème. Il doit venir du peuple, pour le peuple, par le marché libre. Et ça peut être grâce à Bitcoin. Et ce genre de solution comme Sato, ce genre de minage partout dans le monde, d'énergie perdue, peut en être une solution. Et c'est pour ça que souvent, moi et beaucoup de Bitcoiners vont dire que c'est normal. Un autre point de vue très particulier qui est encore un petit peu compliqué pour moi de l'expliquer, c'est le fait de penser votre temps et votre argent comme une batterie de votre vie, tout simplement. Vous travaillez pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous allez prendre des trains, des voitures, marcher, dépenser de l'énergie pour créer finalement de l'argent. Cet argent, considérez-la comme la batterie finalement de votre énergie. Finalement, l'argent n'est pas plus loin que ça. Vous avez travaillé et vous avez économisé, vous avez donc maintenant dépensé, on va dire, votre temps, votre argent pour avoir quelque chose qui, dans le temps, pourra être redépensé pour se nourrir, vivre, etc. C'est littéralement ça la vocation même d'une monnaie. C'est simplement garder son travail à travers le temps. Vous avez stocké votre travail dans quelque chose qui peut être redispatché dans le temps. En l'occurrence, comme tout est de l'énergie, vous avez stocké votre énergie dans un système qui peut être redépensé ailleurs. Sauf que dans notre système actuel, avec de l'inflation, en France, on en parlera après, mais en France ça va encore l'inflation. Pour le moment, attendez qu'elle explose. Mais pour l'instant ça va. Vous pouvez la dépenser, cette énergie que vous avez stockée, cet argent, pendant un certain nombre d'années avant que ça disparaisse. Ça va disparaître de deux façons, parce que vous la dépensez un petit peu progressivement, ce qui est complètement logique. Après tout, vous avez économisé votre énergie pour justement la redispatcher et l'inflation va venir la rogner au fur et à mesure. Dans les pays avec énormément d'inflation, cette batterie est complètement démolie. C'est-à-dire que tu vas travailler pour littéralement le lendemain. Tu ne peux pas économiser et pire que ça, si jamais ta monnaie était stable et devient plus stable, les années d'énergie que tu as données pour économiser vont disparaître. Avec Bitcoin, comme aucun État ne peut imprimer un 22e million de Bitcoin, comme aucun État ne peut décider qu'il y aura plus de Bitcoin, ta batterie ne sera pas rognée à travers le temps. Donc elle pourra être progressive et continuer à être redispatchée à travers le temps. Donc tu vas pouvoir garder cette même énergie beaucoup plus longtemps et arrêter de devoir recréer, redépenser. Finalement, un retraité aujourd'hui, s'il a du Bitcoin, il gardera son épargne à travers le temps. S'il est simplement en euros, à travers le temps, l'inflation va lui rogner son argent et plus tard, malheureusement, il va devoir ou retravailler ou redemander de l'aide à l'État. Ça, c'est simplement parce que l'État lui a piqué son énergie qu'il avait économisée pendant toute sa vie au fur et à mesure. C'est une taxe cachée qui est dévastatrice pour l'être humain et l'écologie. Et c'est pour ça que je ne peux pas considérer ou accepter le fait que Bitcoin gâche de l'énergie quand la première vocation de Bitcoin, c'est réussir à sauver l'épargne, le temps et tout le travail et l'énergie que quelqu'un a fourni à travers sa vie. C'est quelque chose de très important de pouvoir passer notre legacy à travers le temps sans qu'elle se fasse rogner par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on va continuer à entendre parler de Bitcoin détruit les océans pendant plusieurs années? Absolument. Je pense que c'est inévitable que pendant encore 5 ans, 10 ans, peut-être même 15 ans, nous allons entendre parler de Bitcoin et le désastre écologique. Simplement parce que les chiffres vont continuer à grossir, Bitcoin va être de plus en plus gros, de plus en plus utilisé et donc de plus en plus de mineurs vont rentrer dans le marché, de plus en plus d'énergie et de hash rate et d'électricité vont être utilisés pour sécuriser ce réseau. Les États vont se mettre à rentrer dans le marché. Donc c'est pas déconnant de se dire demain, dans 10 ans, quasiment 80% des États au monde vont être en train eux-mêmes de miner du Bitcoin. Donc oui, c'est fort probable que Bitcoin utilise 20% de l'énergie mondiale dans le futur. Simplement, d'où vient cette électricité? Si vous voulez mettre des voitures électriques partout, c'est le même principe que de dire on va miner du Bitcoin et on va sécuriser ce réseau mondial monétaire financier
à travers de l'électricité. Simplement, la question c'est d'où vient cette électricité et comme on l'a abordé, cette électricité est vouée à venir par de l'énergie verte pour de la recherche et du développement, pour de l'énergie verte, etc. Pour moi aujourd'hui, il faudrait mettre un paquet de thunes, voire même tout plein de thunes dans des solutions pour avoir des meilleurs systèmes d'énergie verte parce qu'on sait très bien que c'est pas avec les panneaux solaires qu'on a aujourd'hui qu'on va y arriver, clairement. Ça prend beaucoup trop de lithium ou d'autres minéraux. Il faut réussir à avoir beaucoup de recherche et développement. Sauf que c'est pas rentable. Avec Bitcoin, ça devient rentable. Et c'est ça qui est super intéressant. Nous pouvons maintenant aborder le sujet du Proof of Stake, Proof of Work. Dans les crypto-monnaies, Bitcoin est un système de Proof of Work. On utilise donc de l'énergie, transformée donc en électricité, pour pouvoir sécuriser le réseau. C'est la seule façon de garantir que personne ne peut contrôler ça, tout le monde est à part égale et l'État ne peut pas venir l'empêcher ou personne avec beaucoup d'argent peut venir prendre la main sur le protocole, créer un 22e million de Bitcoin et donc détruire l'épargne des millions, des centaines de millions d'utilisateurs de Bitcoin. Et y compris censurer Bitcoin, ce qui serait comme avoir un Big Brother Bitcoin, on va dire. L'alternative que beaucoup de personnes vont vous donner, c'est Ethereum, Cardano, etc. C'est le Proof of Stake, la preuve de stakeage, la preuve finalement d'avoir de l'argent. Le principe est de mettre ces mêmes crypto-monnaies, donc ces coins, dans une sorte d'escroc qui va sécuriser le réseau. Et comme tu mets de l'argent sur la table, on considère que du coup tu n'as pas un intérêt à aller attaquer le réseau et donc le modifier parce que finalement ton argent est en jeu. Pour moi, ce système n'a aucun sens et ne peut pas marcher parce qu'à partir du moment où les États peuvent imprimer à l'infini, ils vont pouvoir imprimer à l'infini, acheter votre monnaie, faire de la négoce, faire de la corruption, prendre le contrôle du réseau et donc ce n'est pas décentralisé. À partir du moment où une entité a déjà préminé, à partir du moment où une entité peut se permettre d'avoir une majorité parce qu'elle a plus d'argent, on recrée le même système actuel, à savoir une très petite minorité qui a mainmise sur le système. Et oui, ce seront les stackers, les personnes qui sont multimilliardaires avec cette crypto-monnaie qui auront le contrôle. Donc on revient sur un même système actuel avec un cantillon affect, avec des gens qui ont énormément d'argent qui contrôlent le système. Et c'est là où la grande différence avec Bitcoin arrive. Avec Bitcoin, on s'en fout que vous ayez des milliards en Bitcoin. Ça ne changera rien. Vous n'avez pas plus de pouvoir que la personne qui a 1 euro. Une personne qui a 1 euro avec Bitcoin, une personne qui a 1 milliard avec Bitcoin, une personne qui a 4000 Satoshi, une personne qui a 40 Bitcoin, ça ne changera rien. Il n'a pas plus de pouvoir. Les deux personnes sont égaux. Ils peuvent utiliser Bitcoin de la même façon. Ils peuvent sécuriser le réseau de la même façon s'ils ont envie. Ils peuvent avoir le même consensus. Ils peuvent tous les deux faire tourner un nœud. Ça ne change rien. Par contre, avec un système de Proof of Stake, la personne qui a 2 euros contre la personne qui a 1 milliard n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs. Celui-ci va valider le réseau, celui-ci va contribuer, celui-ci a une voix pour modifier, celui-ci a une voix pour décider, tandis que celui-ci est une merde qui ne peut rien faire et simplement accepter. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et pour moi, le Proof of Stake repart sur l'ancien système des banques centrales et des États. Et c'est bien pour ça malheureusement que tous les États vont être pro-Proof of Stake. D'un côté, on a une monnaie qui va leur retirer le pouvoir. De l'autre côté, il y a une monnaie où ils savent qu'ils peuvent la contrôler. Ils savent qu'ils vont pouvoir avoir mainmise sur le protocole. Ils savent qu'avec le temps, s'ils la jouent finement, ils vont pouvoir influer sur comment ça se passe, censurer des transactions, etc. De la même façon, aujourd'hui, ça n'a aucun sens de dire nous allons accepter seulement les bitcoins verts. Nous allons seulement accepter les blocs minés par des mineurs écologiques. Pourquoi ça n'a aucun sens? Simplement parce qu'à un moment ou à un autre, tous les blocs sont identiques pour un bitcoiner. Un bitcoin, c'est un bitcoin, peu importe d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur le monopole bancaire. Ce n'est pas parce que vous avez un bitcoin noir et un bitcoin blanc que ça va changer quoi que ce soit. Ça va changer aux yeux des États, ça va changer aux yeux des banques, mais ce ne sont pas les banques et les États qui ont le pouvoir, c'est le peuple dans Bitcoin. Donc malheureusement, votre système actuel ne pourra pas être implémenté sur Bitcoin. C'est bien le principe de cette révolution. Je pense du coup que la game theory de Bitcoin pousse à un business vert, à une vraie transition vers une vraie recherche de l'offre et la demande, un arrêt de la destruction de l'épargne, on va dire, et donc aller sur du très long terme, repenser les fondamentaux, arrêter cette surconsommation, arrêter le crédit pour le crédit et arrêter le pouvoir, on va dire, du pétrodollar qui est très néfaste et qui pollue énormément comparé à Bitcoin.
J'ai parlé beaucoup trop, je pense qu'il y aura sûrement d'autres cuts au milieu pour essayer de rectifier, remettre dans l'ordre, essayer de vous la rendre plus agréable. C'est une vidéo très compliquée, sérieusement, c'est très compliqué comme sujet. Putain, cette vidéo est beaucoup trop dure. J'ai passé énormément d'heures à l'explorer, mais c'est souvent en anglais, donc je dois traduire. C'est pas non plus mon domaine d'expertise, le minage, clairement. Je vous invite à prendre tous les liens qu'il y aura dans les descriptions. J'ai également, où je créerai une page sur mon site internet Découvre Bitcoin, où on abordera point par point avec des textes, avec des arguments en anglais, avec des podcasts. Je vous invite à suivre un certain nombre de personnes que je ne pourrais pas citer de tête mais qui sont dans la description également. On peut en débattre. Aujourd'hui, c'est vraiment le buzz parce que Elon Musk, au moment où je shoot ça, a décidé d'arrêter d'accepter des Tesla à cause de l'impact écologique. Comme je l'ai dit, ça devient politique plus qu'autre chose. C'est une façon d'attaquer le réseau Bitcoin et c'est complètement normal. Il faut être complètement fou pour penser que les États ne vont pas nous attaquer. C'est un angle d'attaque extrêmement facile parce que si on ne sait pas comment marche, si on ne comprend pas pourquoi Bitcoin, nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous mets également en lien, pour ceux qui savent parler anglais, un texte par rapport à regarder vos privilèges financiers. L'idée, c'est la suivante, et c'est un argument que j'aime bien avec l'écologie parce qu'il est vrai. Aujourd'hui, en France, on a un euro. Bon, l'euro, je l'aime pas trop, mais au moins, il est plus ou moins stable. On a le dollar qui est plus ou moins stable. On a des cartes bancaires. On a accès à quelque chose qui est solide. On a des prêts. On a des banques. On est en sécurité. Quand on prend la majorité du monde, il y a plus de 34 pays qui ont plus de 10% d'inflation tous les ans. C'est colossal. Ces gens sont dans la misère. Ces gens perdent leur épargne. Ces gens sont dans des dictatures. Ces gens sont dans un système où ils ne peuvent pas avoir accès à de l'argent. Et c'est là où Bitcoin vient les sauver. Et donc souvent, j'entends la critique de l'écologie par des gens riches, européens, américains, des gens qui ont tout, des gens qui ne peuvent pas comprendre pourquoi Bitcoin c'est important parce que dans leur monde, dans leur idéologie, dans leur tête, tout va bien. Bitcoin, il n'est pas fait pour nous les gars. Bitcoin, il est fait pour les gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Demain, on en aura besoin. Bitcoin, il n'a pas été fait pour combattre PayPal et Visa. Il a été fait pour combattre les banques centrales, pour créer une monnaie, un écosystème pour tout le monde. Donc forcément, il y a un coût écologique qui est lié à ça. Et je suis désolé, mais si le coût écologique devait monter très haut, mais ça permettait à 7 milliards de personnes ou à 3 milliards de personnes de sortir de dictature, avoir de l'espoir, avoir de l'épargne, arrêter d'être volés par leurs États en Afrique ou en Asie, pour moi, ça vaut le coup. À un moment, il faut faire gaffe à nos privilèges. En effet, ça pollue. Aujourd'hui, essayer de détruire Bitcoin parce que ça pollue, parce que notre petit monde à nous d'Européens, il est bien, alors que tous les autres, ça va mal, c'est pas logique. Aujourd'hui, on a pu polluer pendant des années, des dizaines d'années, des siècles, alors que eux, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, on leur dit ne polluez pas parce que nous, on a déjà pollué. C'est injuste, c'est la réalité. Si en plus on leur dit vous n'avez pas le droit d'avoir Bitcoin parce que ça pollue un petit peu et qu'on n'a pas envie que vous ayez accès à une technologie qui peut vous redonner de l'espoir et de la liberté, je trouve ça injuste. Donc pour moi, l'argument souvent donné faussement sur l'écologie, il me fait un petit peu mal au cœur. Checkez vos privilèges, moi y compris, je suis le dernier à parler parce que pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, je ne suis pas à me plaindre dans ma vie financière ou en général. J'ai toujours une très bonne éducation, une très bonne famille qui s'est occupée de moi dans un système très parfait, on va dire. Hein. Clairement, j'ai jamais vraiment eu je suis la pire des personnes pour parler de ça. Mais quand on va voir d'autres gens, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, quand je vois l'Argentine où en 3 ans, depuis 2017, c'est moins 84% par rapport au dollar. En 4 ans, ils ont perdu tout leur argent. Et leur seule alternative, c'est d'avoir quelque chose comme Bitcoin qui ne peut pas être manipulé par des politiciens. Donc oui, il y a un coût écologique, il est simplement nécessaire pour avoir un meilleur futur. Aujourd'hui, on est sur une impasse. Littéralement, on est sur une impasse. On est sur une impasse financière et on est sur une impasse écologique. Personne ne sait où est-ce qu'on va. On va tous dans le mur. On met des crédits à gogo sans savoir où est-ce qu'on va. Bitcoin offre une alternative réaliste possible. Personnellement, je prends ma chance là-dessus et vous le savez, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce cours. Si vous ne savez pas qui je suis, je m'appelle Roxy, enchanté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, il faut prendre avec des pincettes ce que je dis. Je vous invite à regarder toutes les sources en français et en anglais que je vous ai mis dans la description. C'est un sujet assez complexe, bien sûr, vous vous en doutez. Je vous invite également du coup à faire mon cours Teachable si vous voulez apprendre la base et les fondamentaux par rapport à Bitcoin. C'est peut-être important de faire ça avant de vous pencher sur le sujet écologique. Comme ça, vous comprendrez comment ça marche. Je pense qu'il faut d'abord avoir un petit peu de Bitcoin et faire une transaction et se rendre compte que la transaction, il n'y a aucune banque, aucun intermédiaire, aucun serveur, personne ne peut l'arrêter, elle est instantanée, avant de comprendre pourquoi finalement
dépense énergétique de Bitcoin peut être justifiée. Et après, on se réalisera, ok, mais en plus qu'elle soit justifiée, comment est-ce qu'on peut faire qu'elle consomme moins d'énergie sale? Et là, on se posera des questions un peu plus poussées. Et ça peut, pour moi, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pour ça que c'est une vidéo qui est juste impossible à faire pour satisfaire tout le monde, parce que les gens qui ne savent pas ce que c'est Bitcoin vont m'écouter en disant que ce mec est un malade, un perché, sans comprendre pourquoi Bitcoin ou comment ça marche. Donc il y a le cours Teachable dans la description, sinon la chaîne YouTube est plutôt bien organisée avec énormément de vidéos. Je vous invite à prendre la playlist Découvrir Bitcoin, je pense, elle s'affiche quelque part. Comme ça, vous aurez les étapes une à la fois. Et après, il y a la playlist Q&A pour avoir les réponses aux questions que vous vous posez, parce que je sais que vous vous posez ces mêmes questions. Et après, on ira plus loin avec cette série Explorons Bitcoin, où on parle du monopole, des maximalistes et aujourd'hui de l'écologie. Je continuerai à fournir du contenu par rapport à Bitcoin. Je vous invite à visiter mon site Découvre Bitcoin où tout est plus condensé, plus clair, plus logique. Sachez que dans tous les cas, peu importe ce que l'État fera, Bitcoin ne pourra pas être arrêté. Bitcoin continuera à grossir. L'énergie ou l'électricité utilisée par Bitcoin continuera à grossir, à grossir, à grossir. Ça ne va pas bouillir les océans parce que c'est de l'énergie verte. Par contre, est-ce que ça va continuer à être dit n'importe comment à la télévision pendant encore 5 ans ou 10 ans? Absolument, c'est inévitable, c'est avant tout politique. Voilà, je suis Roxy, je vous dis au revoir, merci de liker et partager sur les réseaux, partout, hein, vous savez que c'est comme ça qu'on peut aider cette chaîne. Vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai. Bisous, je m'appelle Roxy, au revoir. Tout le monde va devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Quel sera le vôtre?